Devenir riche est l'objectif au lieu d'être une conséquence. Oui, et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire devenir riche? C'est-à-dire à partir de quand est-ce que tu peux considérer que tu es riche? À quoi tu veux accéder en fait? C'est ça qui a de l'importance. Il faut des modèles économiques vertueux, il faut faire de l'argent. Les marchés, c'est des outils qui permettent de concentrer du capital à des endroits où on a trouvé un modèle économique qui permet de changer les choses et qui permet durablement de créer de la valeur. Il faut comprendre comment ça fonctionne et il ne faut pas juste être en réaction par rapport à des abus, ou parce que globalement c'est quand même positif. Et c'est ça ce qu'il faut dire à nos gamins, c'est quand ils nous disent ouais mais regarde lui il a gagné 100 000 balles, mais quelle réputation est-ce qu'il va laisser, et donc la valeur que tu crées et ce que tu laisses comme trace en fait dans la société, c'est ça, c'est plus que l'argent, c'est ça qu'il faut que tu crées quoi en fait quoi. Faut comprendre ce que c'est qu'une levée de fonds. Alors je fais une levée de fonds sur une valeur de 10 millions, mais ta boîte ne vaut pas 10 millions du tout. Sauf que dans ta tête, tu te dis, j'avais 50%, donc en fait, j'ai 5 millions là dans la poche. Donc le jour où on s'engueule, moi je veux mes 5 millions. Et là, tu te retrouves dans des trucs inextricables, où les gens vont commencer à se battre, puis au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus de cash et c'est fini, quoi. Je pense qu'on n'apprend rien de l'échec. Tu veux lancer ta boîte façon Silicon Valley, mais t'as pas le temps ni l'envie de te battre contre l'administration française? Conto est là pour te simplifier ta vie d'entrepreneur. Quelle que soit la forme juridique de ton entreprise, Conto, c'est l'offre tout en un qu'il te faut pour te lancer. Accompagnement juridique pour ta création, dépôt de capital, compte pro avec outils de facturation intégrés, pré-comptabilité, tout est 100% en ligne. Et en plus, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est simple, rapide, efficace. On dirait que ça vient de San Francisco, mais non, c'est une start-up française et franchement, on les adore chez Silicon Carnet. Et on n'est pas les seuls. Une entreprise sur 5 choisit Conto pour la création de sa boîte. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Frédéric Montagnon, dans Off the Record, t'as accepté cette interview sans avoir vu aucun épisode. Non, et je commence à avoir un peu peur de ça, parce que j'ai vu la semaine dernière ce que tu as fait de Jean. Qu'est-ce que j'ai fait de Jean? Ce que tu as fait de Jean, tu l'as bien retourné comme dans une petite machine à laver. Là. Mais il était très consentant. Hein. Non, d'une part, et puis je trouve que c'est ça. J'aime bien ce format. Ouais. Ça bien humanise un peu. Ça humanise beaucoup les gens, et c'est vrai qu'on a tendance dans notre domaine. Alors on n'a pas que des gens, on a aussi des Frédéric. Absolument. Oula. Eh ben, dis donc. On va être gâtés aujourd'hui. On est à fond, là. Donc, c'est vrai que dans notre domaine, qu'on soit investisseur, qu'on soit entrepreneur, on a besoin de tout le temps survendre. Et donc, on a besoin de tout le temps raconter l'histoire d'après, qu'on n'a pas encore écrite. Ouais. On a besoin de se montrer sous un jour qui est peut-être pas exactement celui du jour du moment. Et c'est bien, en fait, de revenir à quelque chose d'un peu plus réel. Informel, authentique. On n'est pas là en train de vendre quelque chose. Non, d'ailleurs, j'ai rien à te vendre. T'as rien à me vendre. Non. Super. Frédéric Montagnon, on va quand même le dire pour des gens qui potentiellement ne te connaîtraient pas, parce que t'es quand même un dinosaure de... Voilà, ça commence bien. Je suis désolé de te le dire, parce que moi, quand je regardais... Moi, ça fait un bouton que je te connais, et ça fait un bouton que tu traînes dans les parages. Quoi. Mais ouais, que fait-il encore là? C'est ça. Non, mais t'as commencé début 2000 ? Ouais, 2001. Ouais. 2001 moi, je me rappelle de toi, t'avais monté une plateforme qui s'appelait Overblog. Ouais. Avant, il y avait autre chose Oui, avant, j'avais monté avec Gilles Moncobeg une société pour faire des tables de mixage. Ah oui, mais c'est vrai que tu es musicien. Voilà, donc je faisais beaucoup de musique à l'époque. Encore aujourd'hui, tu es un grand guitariste. Alors, j'achète beaucoup de matériel. Je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour jouer. Et donc, on avait identifié un produit qui n'existait pas. Donc une table de mixage pour piloter des logiciels sur nos ordinateurs respectifs. Puisqu'à ce moment-là, on était fin des années 90, tout ce qui existait en studio a été numérisé. Ouais. Là, on voit le courant inverse. Maintenant, on revient vers de l'analogique. Mais à l'époque, c'était ça. Et donc, il y a une chose qu'on ne peut pas reproduire sur un ordinateur, c'est physiquement voir des paramètres, des boutons que tu peux tourner comme ça très rapidement. Et un clavier, c'est pas fait pour ça. Donc voilà, on avait conçu et fait fabriquer une table de mixage qui permettait de piloter. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait Codanova. Codanova. Ouais. Et c'est devenu quoi ?
Alors écoute, ça a duré 10 ans. Ah ouais, beaucoup. Ouais, donc on avait commencé avec la musique. Il y avait d'autres marques évidemment qui sont arrivées sur ce domaine-là, et on a fini par devenir leader mondial sur le matériel des VJ. Wow. Alors VJ, c'est des gens qui mixent en soirée, ou en tout cas en live, de la vidéo ou des lumières. D'accord. Et donc voilà, donc on était, il n'y a pas beaucoup de VJ sur cette planète. Non, mais c'est un petit marché, mais tu étais leader on mondial. avait pris ce marché-là. Voilà. Et après, tu es passé à Overblog, qui était une plateforme de blog, hein, c'est ça? Ouais. Et comment tu as fait le saut de la musique, musique à Overblog? En fait, de manière assez naturelle, contre-intuitivement. C'est-à-dire que cette table de mixage, une fois qu'on l'a eu, on était très naïf à l'époque, hein, il n'y avait pas beaucoup de contenu sur comment monter une start-up. Je venais juste de sortir de mes études, tu vois, donc 23, 24. Et donc, pour vendre cette table de mixage, on s'est rendu compte assez vite que déjà, on la produisait et ça nous coûtait beaucoup trop cher de la produire par rapport au prix que tu dois avoir dans un magasin et du multiple. Donc, il fallait la vendre cher. Donc, il fallait la vendre cher. Et donc, en fait, assez rapidement, tu te dis, on ne peut pas passer par des réseaux. On ne peut pas être intermédiaire dans notre vente parce que sinon, ça ne marchera pas. Et c'était le début de l'e-commerce. Du D2C. Ouais. Et donc, on a essayé de comprendre comment on attire des gens à venir s'intéresser à un produit. Et ça, c'est le début du référencement, voilà, sur les moteurs de recherche, les annuaires. Et donc, on avait monté un petit forum de discussion qui s'appelait Studio at Home, qui était un lieu où tu pouvais discuter du matériel que tu utilises dans un studio. Et évidemment, quand tu avais besoin d'une table de mixage, c'était la nôtre. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on en est venu à s'intéresser au web, à comprendre les mécaniques de référencement, à faire de l'audience, monétiser cette audience sur notre propre produit, nous rendre compte que on gagnait plus d'argent à monétiser, enfin à vendre de la publicité qu'à vendre nos propres produits. Et puis on s'est dit, ce qu'on a fait sur ce petit vertical, peut-être qu'on peut faire une plateforme très générique. Ouais. Et là, on a rencontré Julien Romanetto, avec qui on a monté donc Overblog. Qui a été un carton, hein. Alors en audience, oui, parce qu'on est monté à 60 millions d'utilisateurs uniques par mois, principalement en Europe. Autour de 2010-2011. C'était les concurrents, c'était uBlog, oui, c'était Skyblog, c'était voilà. Ouais. Et donc après, c'est la déglingue, quoi, en fait, quoi. C'est la déglingue, c'est-à-dire. Tu sombres là, quoi, en fait, et là, tout d'un coup, tu rentres dans le Web 3, dans la blockchain, dans la crypto et tout ça. Tu passes du côté obscur de la force, quoi. Moi, j'ai pensé que je voyais la lumière, justement. Tu vois. Mais oui, mais je t'ai entendu en parler, et t'en parlais super bien. T'es passé dans Génération Do It Yourself. J'ai réécouté cette émission qui date de 2021. Ah ouais, c'est déjà, ouais. Ouais. Où là, tu en parlais avec... Donc, Fast Forward 2024. C'est quand même un énorme loupé, cette histoire, quoi. Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a loupé? Alors, je pense pas. C'est-à-dire que l'idée de créer des systèmes qui soient décentralisés, déjà, intellectuellement, c'est génial. Quand on voit les dérives des plateformes centralisées, je pense que ça vaut le coup au moins de tenter l'idée de créer d'autres modèles, d'autres architectures. Oui, mais là-dessus, sur ce point, c'est hyper compliqué à comprendre. Bien sûr, mais c'est une infrastructure. Le grand public, lui, quand on lui dit... en fait, la centralisation lui va bien, quoi. Quand il a un problème, il appelait le customer service. Ouais. Oui, j'ai tout donné, hein, mon slip, mes lunettes, tout à la plateforme. Mais finalement, c'est assez confortable. Il y a une sorte de syndrome de Stockholm, quoi, en fait, chez l'utilisateur. Et parler de décentralisation, c'est très noble. Et on comprend intellectuellement qu'effectivement, il y a quand même une menace, comme tu dis, que ces plateformes font peser sur nos créations. Et que ça serait quand même bien qu'on en ait la propriété, en tout cas l'usage. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Non, et je pense que là, tu le présentes vraiment sur l'autre bout de la chaîne. Moi, je parle d'infrastructure, en fait. Et entre l'infrastructure et l'application pour le consommateur ou l'utilisateur final, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que ça reste, en tout cas à court terme, un sujet d'infrastructure. Et donc, dans la finance, il y a des applications maintenant à l'échelle qui démontrent que quand tu veux sécuriser des titres de propriété qui représentent du capital, qui représentent, que sais-je, que tu veux les échanger, que tu veux pouvoir le faire vite, bien, sans avoir à faire confiance à celui qui est en face, bah, c'est possible. Dans un environnement complètement digital. Et ça, c'est le projet Ariani que tu as lancé. Alors, nous, on le fait sur de la donnée non financière.
Beaucoup industriel chez les industriels. Ouais, en fait, on a trouvé notre go-to-market, on a mis du temps à le trouver, autour de la circularité. C'est-à-dire que tu as... et alors ça, c'est un truc européen, ça n'existe pas aux États-Unis, ni aux États-Unis, ni ailleurs d'ailleurs. En Europe, tu as tout un tas de règles qui maintenant sont imposées aux marques, aux distributeurs, pour créer les bonnes conditions de la circularité. Dès lors que tu crées des produits qui produisent du déchet, ça fait beaucoup de produits, il faut que tu sois capable de tracer un minimum d'où viennent les composants que tu utilises pour produire, comment on répare un produit, comment on lui donne une chance d'avoir une seconde vie, jusqu'au moment où il va être recyclé. Et en fait, sur tout ce chemin, on va devoir de plus en plus stocker de l'information pour marquer les étapes, bien tracer le fait qu'un produit change de main et pouvoir garantir au moment où on le recycle qu'il a bien été recyclé dans les bonnes conditions. Je vais me faire un peu l'avocat du diable là-dessus. Moi, je vis aux États-Unis. Ouais. Bon, bah là, nous, on est passé, on a changé de planète. Full speed. Ouais. C'est-à-dire que la réglementation. Il n'y en aura plus. Ouais. on va arrêter, quoi. En fait. Ouais. Donc, on va plus se soucier de ce genre de choses-là. L'important, c'est la croissance. On a ouvert les vannes. Si nous, en Europe, et avec ce que tu dis, on se charge le sac à dos pour des bonnes raisons, absolument, moi j'adhère à tout ce que tu dis, bien évidemment, mais on est dans un monde qui est ultra compétitif, où d'un côté, on a une Chine qui, elle, de toute façon, c'est sa réglementation, et elle s'en fout un petit peu. Et de l'autre côté, un schéma technosolutionniste qui, comme SpaceX a simplifié la réglementation de la NASA pour envoyer des fusées et a démontré que non seulement elle pouvait faire des choses sans cette réglementation que la NASA n'arrivait pas à faire et faire gagner des dizaines et des centaines de millions de dollars à la NASA au passage, comment est-ce que nous, l'Europe, avec toutes ces bonnes intentions et toute cette réglementation dont plus personne ne comprend rien, on va lutter contre ces géants? Alors, je pense que c'est un pari. Donc effectivement, on pourra débattre, tu vois, du sens du pari. Je pense que c'est un pari qui est pertinent dans le sens où aujourd'hui, on ne sent pas encore complètement comment la limitation des ressources impacte les prix et impacte juste la capacité. Bon, ça, c'est quelque chose qui va venir et qui viendra peut-être même plus vite qu'on imagine. Moi, je suis assez persuadé que dans ce laps de temps, l'Europe va construire des outils, des entreprises, des modèles qui transformeront complètement l'économie, et ça va être probablement un peu dur à vivre, mais qui en revanche, à la sortie de cette période de transition, nous positionne comme des fournisseurs de technologies et de frameworks pour le monde entier. Donc après, est-ce qu'on sera capable de les vendre? Ça, c'est une question. Je pense que oui, mais je pense qu'on va faire un travail là dont le monde entier aura besoin. Donc on va perdre les premières batailles. Je ne sais pas si on va les perdre parce que... Alors, il y a une demande. De toute façon, pourquoi est-ce qu'existent ces trucs-là? C'est parce qu'il y a une demande. Je veux dire, le Parlement européen, il est quand même... il est porteur des voix des Européens. Donc, il y a une expression et une volonté quand même d'aller vers un monde plus durable. Sinon, il n'y aurait pas tout ça. Parce que, au final, c'est quand même électoraliste. Et même si le schéma est compliqué et tortueux, au final, les raisons pour lesquelles les réglementations existent sont quand même poussées par une opinion. En tout cas, sur ces sujets-là, c'est clair. Mais quand la crise va taper, et elle va taper bientôt, ouais, est-ce que tu penses que les gens seront... Par exemple, les gens à Gaza sont peu soucieux de l'environnement en ce moment. Non, bien sûr, mais ça, c'est pour ça qu'il faut le raisonner quand même au niveau du... C'est pas un problème de riches, en fait. Non. Alors, est-ce qu'on est capable, juste en Europe, en fait, de faire émerger une économie, tu vois, plus durable? Je pense que oui. J'espère que oui. S'il n'y a pas trop de fuite de valeur. Mais si on est capable de le faire, alors vraiment, on a un modèle qu'on peut à terme déployer et qui sera déployé. Parce que l'accès... alors, la question peut être l'accès à l'énergie. Tu vois, il y aura peut-être de nouvelles sources d'énergie, ou plus exactement, peut-être qu'on arrivera à produire de l'énergie à beaucoup plus forte échelle. Mais par contre, les matières physiques, elles, de toute façon, elles sont en quantité limitée. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra arriver à trouver des solutions. Les matières physiques actuelles, elles sont en quantité limitée, surtout en Europe, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que dans ce débat-là,
On parle de la Chine et des États-Unis. Les États-Unis, ils ont encore de la matière première, quoi, en fait, à exploiter. Et en plus, ils autorisent le gaz de schiste et tout ça. Et nous, en Europe, on n'a plus de matière. Donc, je parlais avec quelqu'un qui était à Dubaï, et c'est pas celui auquel tu penses, mais on en parlera d'ailleurs. Il a fait Off the Record, d'ailleurs, Oussama. Je n'ai pas encore eu ce... ouais, on enregistre, le numéro n'est pas encore sorti. On parle de toi d'ailleurs. J'espère bien. Ouais, on parle de toi. Et, on va y revenir. Mais c'était pas lui, mais quelqu'un, il me disait, ce qui est vachement intéressant, c'est que l'Europe, elle parle de préserver l'environnement. Ouais. Et à Dubaï, nous, l'environnement, on n'en a pas. Et donc, nous, on l'invente, cet environnement. On le crée. On crée des nuages, on avance sur la mer... on fabrique un environnement parce que on n'en a pas. Et l'Europe, elle parle de préserver quelque chose, mais c'est en fait finalement un discours très bourgeois de j'ai des privilèges et j'essaye de défendre mes privilèges. Alors je rajoute par-dessus un peu de moraline en expliquant que c'est pour le bien de tous, quoi, en fait. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas vrai, quoi, en fait, quoi. C'était son discours. Je trouve ça intéressant. Là, je suis allé qu'une seule fois à Dubaï il y a très longtemps. Je m'étais fait cette réflexion. C'était des gens qui étaient en train de créer un modèle dans une planète qui aurait brûlé, quoi. Ouais. Bon. Donc, c'est pas inintéressant ce qui s'y passe. Je pense pas que ce soit l'unique solution, d'autant que pour arriver à faire ça, on met quand même à l'épreuve, pour le coup, beaucoup d'énergie et beaucoup de vie humaine aussi. Bon. Donc après, faut voir dans quoi on accepte de vivre. C'est vrai que aussi bien aux États-Unis que dans ces Émirats, on accepte de vivre en consommant des vies, en fait. Et je dis pas qu'on tue des gens, mais je dis en tout cas, on met au service des gens qui n'auront jamais l'accès, et qui n'auront jamais la possibilité d'avoir la vie que les autres mènent. Bah, moi, je sais pas. Ça te dérange? Bah ouais, c'est pas le modèle qui me fait rêver. Et j'ai envie de penser que ce qu'on construit en Europe, quand même, a de la valeur de ce point de vue-là. C'est qu'on arrive à créer une société dans laquelle les écarts sont pas si importants que ça. Et je pense qu'il y a encore du progrès. On verra. Hein. Mais justement, j'ai envie de prendre ce pari. Tu prononces un mot super intéressant là, c'est justement le mot de progrès. Et l'étymologie du mot progrès, c'est du verbe progresser. C'est-à-dire comme une armée progresse sur un territoire. Et que, bien évidemment, dans cette progression, il y a des pertes. C'est ça, le mot progrès. En France, on parle d'innovation. L'innovation, c'est un terme qui est opposé au progrès, puisque étymologiquement, innovation, ça veut dire changer le contrat. C'est mettre un avenant au contrat initial. Et je pense que tu touches du doigt ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'ennemi juré de Dubaï, c'est la Silicon Valley, parce que c'est ces deux clusters qui prétendent inventer le futur dans une logique de progression avec une consommation énergétique sur le court terme tarée, quoi, en fait, démente, mais en se disant que sur le long terme, c'est eux qui ont raison. Or, toi, dans ton discours, tu me dis non, c'est l'Europe qui a raison parce que sur le long terme, c'est intéressant. Je suis pas en train de dire. Puis, je sais pas qui a raison d'ailleurs. C'est des modèles. Mais c'est des modèles intéressants. C'est des modèles qui ne fonctionnent qu'en étant attractifs. C'est-à-dire que la Silicon Valley, tu le sais mieux que personne. C'est très attractif. S'il n'y avait que des gens locaux, il se passerait rien. Donc c'est comment est-ce que tu crées le contexte pour que des cerveaux viennent et Dubaï, nourrir ton. Et c'est exactement pareil à Dubaï. C'est une façon de voir le monde. Je pense qu'à un moment, il faut quand même, on est trop nombreux, il y a trop de densité et il y a trop de besoins pour qu'en fait, durablement, on puisse vivre en paix en étant juste entre nous. C'est ça qui me pose problème. Et en Europe, c'est pas facile, hein, à la preuve, mais j'ai quand même l'impression qu'on a un bout de solution, tu vois, ou en tout cas, on essaye de l'inventer. Alors, quand on a justement préparé cette émission ensemble, parce que cette émission elle n'est pas faite pour parler de soi, comme t'aimes pas ça, quoi, en fait. Donc, même si on a parlé un peu de toi, mais c'était pas pour vendre quelque chose. En tout cas, c'était pour comprendre des un peu idées, mieux. Peut-être. Ouais. Voilà, vendre tes idées et puis comprendre un peu mieux à qui on a affaire. Et tu m'as dit, on a réfléchi à quel thème et quel sujet est-ce qu'on aimerait aborder. Moi, j'étais super surpris des thèmes avec lesquels
il n'y avait pas la blockchain, le Web3 et tout ça. Justement, on parle des jeunes. Et on a parlé de cette nouvelle génération, la Gen Z, et tu m'as dit je suis vachement inquiet sur leur lecture en fait de l'entrepreneuriat, cette sorte d'entrepreneuriat un peu fast-food. Mes gamins, ils regardent sur Instagram, ils voient ces influenceurs, ces vendeurs de formation, souvent à Dubaï d'ailleurs, installés à Dubaï. Et ça m'effraie un petit peu, de ce rapport à l'entrepreneuriat, parce que ça les fait kiffer, les jeunes, quoi, en fait. Ça. Ouais, puis c'est pas que l'entrepreneuriat, tu vois, c'est quand tu es à l'âge où tu commences à te poser des questions sur tes centres d'intérêt, sur même le choix, en fait, de ta scolarité, parce que assez tôt, il faut choisir des options, des spécialités, etc. Il faut bien se projeter dans quelque chose. Et ils se nourrissent d'un petit peu de tout ce qui se passe, tout ce qu'ils voient, et puis ils commencent à élaborer un modèle de réussite et une envie. Et c'est vrai que c'est pas que de l'entrepreneuriat, mais ça le touche beaucoup, parce que l'entrepreneuriat est très à la mode. Tu vois assez vite un modèle de réussite qui est celui de la bagnole, le machin, le je gagne beaucoup d'argent, vis ma vie de millionnaire, regarde à quoi ça ressemble. Bon. Et ça, je trouve ça inquiétant, parce que, tu vois, quand je pose la question à des jeunes avant le bac, j'en connais pas non plus une quantité infinie, j'ai pas fait, mais bon, dans mon petit panel, il y a quand même cette idée de être riche, c'est mieux quand même. C'est bien. Être riche, c'est bien. J'aimerais bien être riche. Mais il n'y a pas de j'aimerais avoir du succès dedans. Non, c'est j'aimerais bien être riche. Puis après, en fait, la question, c'est comment je vais devenir riche. Pour moi, ça, c'est vraiment on monte le truc complètement à l'envers, parce que... Devenir riche est l'objectif au lieu d'être une conséquence. Oui, et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire devenir riche ? Tu vois, il y a ça aussi. C'est-à-dire, à partir de quand est-ce que tu peux considérer que tu es riche ? À quoi tu veux accéder, en fait ? C'est ça qui a de l'importance. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, et beaucoup de gens, des gourous autoproclamés, Comment gagner $100 000 en 15 jours ? Hier, j'ai fait 1 million. Ouais. Bon, et puis il y en a beaucoup, tu vois, qui vivent de ça et qui font de très, très gros scores d'audience. Et ça finit par avoir un impact. Mais bon, il faut d'abord rappeler aux gens qu'il y a beaucoup de fake là-dedans. C'est ça le pire, ouais. Bien sûr. Tout est faux, quoi. Ouais. C'est pas vrai. Ils ne gagnent pas cet argent, etc. Mais en même temps, j'entends ce que tu dis et je l'entends souvent, mais je l'entends de la part de gens qui sont déjà riches. C'est pas un peu hypocrite, quoi, de dire ça quand on est déjà blindé, quoi ? Alors, moi, je connais pas de gens, si j'en ai rencontré quelques-uns à New York quand même, mais je connais très peu de gens qui sont devenus riches, alors on pourra définir ce que c'est, mais qui ont suffisamment d'argent aujourd'hui, tu vois, pour pas avoir à se poser la question de ce qu'ils font demain professionnellement. Ouais. J'en connais pas beaucoup qui sont arrivés là en se disant au début, je veux devenir riche. C'est des gens qui ont poursuivi une passion, un truc, qui avaient une fixette sur quelque chose et qui l'ont très très bien fait et qui du coup sont devenus riches. Donc effectivement, une fois que tu y es, tu peux commencer à comprendre le mécanisme et puis comme dans la musique. Et en fait, ces gens-là, si tu viens les voir un jour en disant comment on fait pour devenir riche, généralement, la réponse, c'est pas le but à poursuivre. Ouais. C'est comment est-ce que tu fais pour rester concentré sur des sujets. Créer de la valeur. Créer de la valeur. En fait, c'est comment. Ouais. La vraie question, c'est comment je suis utile. Ouais. Il faut être utile. Ouais. Après, tu peux choisir effectivement de te mettre en péage quelque part. Et puis prendre ta dîme. Ouais. Mais globalement, c'est quand même plus simple de le penser en disant comment je peux être utile. Et c'est ça le cheminement pour moi. Et c'est ce que tu dis à tes enfants, toi ? Ben oui. Et alors, ils ont quel âge, tes enfants ? Ils ont 16, bientôt 17 et 14. Ah ouais, t'es en plein dedans. Là. Donc ils sont en plein dedans. C'est pas évident à faire passer comme idée. C'est-à-dire, ok, ils disent oui, mais la réalité, c'est quand même que, elle était sympa cette vidéo avec le mec en jet. Tu vois bien que le jet, il est à l'arrêt. Il volait pas, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Ça fait impression. Ouais. Et donc... Et c'est pas évident de remettre dans ce parcours-là, parce que c'est un parcours qui est beaucoup plus compliqué, en fait. Ouais. De se poser les vraies questions et de s'ouvrir et d'avoir des discussions avec tout un tas de gens pour essayer de comprendre ce qui les a motivés, etc. Il y a 4 façons
devenir riche. Et j'aimerais bien en discuter avec toi. Voilà, la première façon qui est clairement pas donnée à tout le monde, c'est d'hériter, quoi. C'est-à-dire que ça, ça c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc, il y a pas mal de gens qui héritent comme ça de sa famille, mais c'est quand même une petite minorité. La deuxième façon, c'est de créer sa boîte. Effectivement, tu vas prendre du capital, quoi, tu vois, et c'est très risqué, mais si ça marche, tu as du capital, etc. Et puis la troisième façon, c'est d'aller travailler pour une boîte et de prendre des stock options, par exemple. Dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches, pas en créant des boîtes, mais en ayant rejoint des entreprises au bon moment et qui ont été très très forts pour aller sauter d'un nénuphar à l'autre au bon moment. Ce qui rend d'ailleurs le recrutement très très complexe dans la Silicon Valley, parce que c'est pas toi qui achètes, tu vends en fait ta start-up aux salariés, et puis que quand ils comprennent que tu es en train de ramer et que leurs stock options vont pas se transformer en richesse, ils vont dans une autre. Ça se dégonfle. Ça se dégonfle. On le voit pas trop ça en France. On a des gens plutôt loyaux, etc. Un peu moins, mais ça fait partie de l'équation quand même. Et la quatrième façon, c'est d'investir, c'est-à-dire d'acheter du capital chez les autres. Alors, tu as un tout petit morceau, c'est ce que tu as fait toi aussi. Est-ce que tu en vois d'autres, d'autres façons de... Non, mais c'est là où il faut... tu vois, tu as ton prisme américain. Être riche, je vais pas tomber dans le lieu commun, mais c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord social, avant d'être en numéraire. Ouais, c'est intéressant parce que moi je te parle d'argent là, tu vois. Ben oui, mais tu viens du monde de l'argent et c'est ça. Et toi c'est toi on est dans le taxi là, c'est toi qui me. C'est ça. Ouais. Donc je pense que déjà il y a ça, c'est-à-dire de quelle richesse on parle. Je pense que oui, la richesse financière c'est une chose, mais on vit quand même des vies de plus en plus longues. Et on a plutôt intérêt à s'enrichir de compétences, de réseaux, de liens, avant d'essayer de s'enrichir d'argent. D'ailleurs, si tu fais le calcul, pour arriver vraiment à amasser suffisamment d'argent pour pouvoir te dire « Ok, jusqu'à la fin de ma vie, quoi qu'il arrive, même si je dois vivre 120 ou 130 ans, je suis tranquille », franchement, c'est pas évident. Surtout si t'as un train de vie un peu intense. Tu l'as calculé, toi ? Non. Enfin, c'est des montants si c'est ça l'objectif, en se disant c'est en étant entrepreneur que je vais y arriver, je pense que c'est vraiment un coup de poker. Et puis d'abord, les probabilités de réussite sont très très faibles. Ouais. Et puis, et c'était une des questions que j'avais pour toi, c'est que ce qu'il faut aussi expliquer aux gens, c'est que quand tu deviens entrepreneur et que tu as goûté à cette adrénaline de construire des choses, créer de la valeur, comme tu dis, tout ça, même quand tu réussis et que tu gagnes de l'argent, tu continues. Oui. Parce que là, j'avais cette question-là pour toi, c'est qu'est-ce qui te fait courir encore t'as plus de 40 ans, t'as gagné bien ta vie, tu vis dans le sud de la France, et pourtant tu continues, quoi. En fait, t'as toujours plein de projets et tout ça. Alors je vais te répondre, puis ensuite je reviendrai un tout petit peu en arrière. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est de construire des choses, de les construire en équipe. C'est ça qui est grisant, en fait. Après, évidemment, on a envie que ça fonctionne, parce que quand ça fonctionne pas, c'est vraiment douloureux. Mais dans le rôle social qu'on peut avoir, qui est pour moi le plus important, en fait, c'est la valeur la plus importante, c'est ça qui est motivant. D'ailleurs, tu vois, j'ai l'occasion de rencontrer des joueurs de poker qui gagnent très très bien leur vie, et il y a toujours une crise à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où les mecs se disent « mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de foutre ?» Tu vois, ça rime à quoi? Donc soit ils basculent dans quelque chose d'assez noir, et puis ils continuent, ou alors au contraire ils font marche arrière et puis ils essaient d'avoir une autre vie. Juste sur la question de devenir riche, je trouve que la surexposition en plus de l'argent, de la réussite sous forme de patrimoine ou sous forme d'argent, c'est très dévalorisant par rapport à des métiers qui peuvent t'enrichir beaucoup plus. Tu vois, être prof, être médecin. Et puis personne ne veut le faire, ça. Bah, heureusement que si. Il en reste, mais... Il en reste. Et ma mère était médecin. Ouais. Je veux dire, elle a été... je veux dire, ça a rempli toute sa vie d'intérêt, de passion. Elle s'est sentie utile, elle a créé quelque chose. Oui. Et c'est ça, sa richesse. Ouais.
Et effectivement, c'est pas le métier le mieux payé du monde. Ouais. Mais au bout du compte, je veux dire, ce que tu vas emporter dans ta tombe, qu'est-ce que ça va changer quoi avoir pris en jet plutôt que EasyJet, est-ce que vraiment il y a une différence? Enfin, c'est pas fondamental. Je vois bien la différence entre j'ai le choix de rien dans ma vie et je suis asservi à je sais pas quoi, et puis j'ai la possibilité de choisir. Ça, effectivement, c'est une richesse, c'est une forme de liberté. Mais une fois qu'on est sorti de cette partie-là, je trouve que c'est aussi dommage, tu vois, dans l'exposition qui est faite et dans le discours un peu commun aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux. C'est dommage de ne porter comme réussite que cette réussite financière, parce que c'est pas ça. Si on parle de bonheur et d'accomplissement, c'est certainement pas ça qui coche le mieux les cases. Ouais. Sinon, Xavier Niel, il continuerait pas, quoi, par exemple, oui, à lancer plein de projets comme il lance partout, Moi, je vois l'argent comme un outil, d'abord. Avant d'être... alors évidemment, c'est plus sympa de ne pas avoir à compter ses sous quand tu vas au resto et quand tu pars en voyage. Mais... Non, mais tu es d'accord que quand tu as un peu d'argent, tu as ce sentiment de liberté qui est quand même génial, justement, pour créer des choses où tu te dis, là, je vais pouvoir... J'ai plus d'injonction, je peux décider de créer la valeur que j'ai envie de créer. Exactement. C'est une vraie liberté de se dire, OK, je me laisse le temps qu'il faut pour trouver ce que je veux trouver, pour accomplir ce que j'ai à accomplir. Et en plus de ça, j'aurais pas à aller faire la queue pour essayer de lever d'argent et puis à la banque ou ailleurs. Donc ça, c'est un luxe extrême. Ça, je suis d'accord. La réalité, c'est que la plupart des gens qui en arrivent là sont bien embêtés avec ils sont malheureux, en fait. Cet embarras du choix. Tu vois. Ouais. Donc là, on parle d'argent, et est-ce que, quelque part, c'est pas un vieux démon Oui, alors tu as raison, c'est peut-être... Parce qu'effectivement, le tabou, là, sur les jeunes générations, il n'existe quasiment plus. Il n'existe plus, ouais. Donc il y a peut-être, tu vois, on a peut-être été un peu trop loin, puis ça va se corriger. Peut-être, ouais. Et on arrivera à quelque chose d'un peu plus modéré. C'est une bonne chose, je pense, de rendre l'argent... d'en faire un sujet de discussion, un vrai sujet de discussion. Mais à nouveau, il ne faut pas que ça préempte l'ensemble des sujets. Et vraiment, pour les jeunes, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça les impacte et à quel point ça va les rendre malheureux. Parce que la plupart, ils ne vont pas arriver en fait, à faire ce que l'influenceur qui t'explique comment, en fait, avec 3 crédits immobiliers, il vit une vie pépère, je ne sais pas quoi. Enfin, en fait, ça ne marche pas comme ça. Oui, ça n'existe pas, ou très peu, quoi, en fait. Moi, j'ai une théorie là-dessus, parce que quand tu m'as dit que tu avais envie de parler de ça, du coup, j'ai réfléchi. Et c'est vrai que cette génération, c'est aussi une génération de gamers. Et je me suis dit, est-ce que finalement, comme on les pousse à rentrer maintenant dans cette vie professionnelle et que l'entrepreneuriat est devenu quand même un statut... toi et moi, quand on était jeunes, ce qui était cool, c'était d'être guitariste dans un groupe de rock, quoi. C'était pas d'être entrepreneur. Qu'est-ce qu'on a foutu? C'est complètement perdu. Moi, je le dis, moi, j'ai loupé ma vie, en fait. Moi, vraiment, si j'avais voulu devenir quelque chose qui m'aurait fait kiffer, c'était vraiment ça. Toi, guitariste, je sais pas, moi, de guitariste de R, ou tu vois, ou guitariste de Radiohead, t'imagines. Ça aurait été... bon, bref. Tu sais, il est pas trop tard, hein. On en parlera tout à l'heure. Trop tard, on en parlera. C'est fini, quoi. Mais je me demande, en fait, comme c'est des gamers, et que l'argent est devenu un score, en fait, quoi. Et tu vois, et c'est vachement intéressant parce que du coup, ils prennent cette activité-là comme un game, quoi. Et que lui, tiens, il vient de scorer 1 million, il a fait 1 million au flipper, quoi, tu vois, et qu'il faut aller le battre, il faut aller faire 1,2 million. Et je pense qu'ils sont dans une logique un peu de gamer, et je pense pas que nous, on était dans une logique de gamer en montant nos boîtes, quoi. Oui, peut-être. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être de ça, mais... Je sais pas ce qui les anime, parce qu'en même temps, c'est des gens qui, quand tu les écoutes, sont hyper animés par des combats très nobles, justement, comme l'environnement. Et alors, à l'inverse, on a des entrepreneurs aussi dans cette même génération qui disent que l'argent, c'est pas un objectif, qu'ils font ça pour sauver la planète. Moi, j'ai entendu Julie Chapon, par exemple, de Yuka, qui dit moi, j'ai levé de l'argent, mais on ne revendra jamais. Il faut des modèles économiques vertueux. Il faut faire de l'argent. Les marchés, c'est quand même des très bons outils pour pouvoir attirer du capital aux endroits qui en ont besoin. Alors, évidemment, c'est dévoyé, parfois. Mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. C'est des outils qui permettent de concentrer du capital à des endroits où on a trouvé un modèle économique qui permet de changer les choses et qui permet durablement de créer de la valeur. Et il faut évidemment jouer avec ces codes.
Mais il faut comprendre comment ça fonctionne et il ne faut pas juste être en réaction par rapport à des abus ou parce que globalement, c'est quand même positif. Et donc... Qu'on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux et puis c'est quand même vachement efficace. Je veux dire, tu te remets... je sais pas, pendant la pandémie, on a quand même trouvé des vaccins. Bon, comment on a trouvé des vaccins? C'est parce qu'il y a des gens qui ont été payés à un moment donné pour multiplier les efforts et puis jusqu'à ce qu'on arrive à les trouver. Et quand il y a des vrais problèmes importants, j'ai envie de penser quand même que le capitalisme à l'œuvre arrive à les résoudre. Et pour ça, effectivement, il faut créer des modèles économiques. Donc se dire, j'ai envie de faire le bien, mais je me fous complètement de l'argent que je gagne, je suis désolé, mais ça risque d'être très limité. Ou alors, il faut changer de modèle. Il faut aller vers des structures qui ne cherchent pas du profit et qui ne cherchent pas du capital. Mais ça, c'est complètement autre chose. Mais à partir du moment où on monte une boîte, il faut que tout le monde soit aligné. Il faut que les gens qui ont mis de l'argent soient alignés avec les gens qui construisent, avec les gens qui rejoignent, avec les clients, etc. Et en fait, tout ça, c'est un écosystème économique. Je suis super content que tu dises ça. Parce que... Non, mais je pense que c'est un discours qui est vachement sain. Tu vois, tu vois, on passe de cet extrême de dire faire de l'argent pour faire de l'argent sans créer véritablement de valeur. Et de l'autre côté du spectre, le souci vraiment du bien et de la valeur en oubliant ou en méprisant le système capitaliste qui, en fait, te nourrit quelque part. Et je trouve ça bien de remettre l'église au centre du village parce que Jean, dans un podcast, disait je connais beaucoup de gens riches qui sont devenus des philanthropes, mais je connais très peu de philanthropes qui sont devenus riches, quoi. C'est-à-dire que il y a, en tout cas aux États-Unis, souvent, quand ils ont gagné beaucoup d'argent, ils montent ensuite des fondations. Alors aussi pour des raisons fiscales, hein, bien évidemment, il faut pas se leurrer. Mais ils ont cet argent-là, et ils se disent bon ben voilà, après maintenant que je suis riche, je vais pouvoir décider, encore une fois, à la liberté, de concentrer mon argent sur des causes et des choses qui me paraissent utiles et qui ne vont pas forcément m'enrichir, mais qui vont faire avancer des causes. Alors, il y a des milliardaires aussi qui achètent des médias. Ça peut être des causes politiques. On en voit de plus en plus. Bezos a racheté le Washington Post. Xavier Niel est un grand actionnaire du Monde. Et puis, on parlait de Pierre-Édouard Stérin aussi, qui, on voit dans ses investissements qu'il utilise son argent aussi pour influencer certains médias. Bolloré, bien évidemment. Mais c'est là que tu vois que le lien social est quelque chose d'important pour tout le monde. Quand le côté give back aux États-Unis, qui est très ancré dans la culture, dans la culture, ouais. Et c'est Rockefeller, ça, qui avait. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est tu donnes, mais tu donnes et c'est mis en scène. Ouais. Tu vois, dans les galas, ouais, c'est vrai. tu vas donner, mais tu donnes devant les gens. Oui, bien sûr. Donc tu prends ta table au gala, tu payes, t'invites les gens, c'est toi qui vas faire le plus gros chèque, tout le monde t'a vu, etc. Donc il y a cette utilité. Enfin, tu vois, tu utilises aussi ton argent et tu te construis une image aussi, mais tu as cet objectif social. Et aussi, c'est un message à l'État pour dire, regardez, foutez-nous la paix, laissez-nous faire un maximum de pognon, parce que regardez tout ce qu'on fait, et tout l'argent qu'on redonne, et on fabrique des universités. Stanford a été fabriqué comme ça, effectivement, et ça a une utilité pour la société. Alors qu'il y a vraiment un contournement complet de la démocratie, pour le coup, parce que tu utilises tes crédits d'impôt pour aller faire ce que tu veux toi, et pas ce que veut... J'ai pas plus d'avis que ça, mais ça a ses vertus, ça a ses problèmes. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, Frédéric, que toi qui as été là depuis longtemps... Le dinosaure. Le diplodocus. Est-ce que tu as l'impression qu'on arrive à la fin d'une ère là, dans le domaine de la tech? Je parle pas simplement de la French Tech, de la tech en général. Moi, je me faisais la réflexion... Par exemple, quand j'ai commencé, fabriquer du software, si tu n'avais pas 5 millions, tu ne fabriquais pas un software parce qu'il fallait que... Il n'y avait pas l'open source, donc il fallait que tu développes, que tu codes tout toi-même. Il n'y avait pas le cloud, il fallait que tu crées tes propres serveurs. Il n'y avait pas les SaaS, donc tous les services que tu avais besoin il fallait que tu les crées aussi. Il y avait très peu d'ingénieurs de disponibles. Puis le cloud est arrivé, l'open source s'est développé, le SaaS est arrivé, ce qui coûtait 5 millions coûte aujourd'hui 500 000.
pour lancer une start-up, en tout cas, voilà. Puis maintenant, on arrive à l'ère de l'IA, du no-code, et aujourd'hui, avec 50 000 balles, tu peux monter un business, en tout cas. Est-ce que ça pose beaucoup de questions, d'ailleurs, de qu'est-ce que c'est que d'être investisseur? Parce que si on continue cette ligne-là, peut-être qu'au bout d'un moment, on aura besoin de zéro, quoi. Je pense pas qu'on soit arrivé à la fin d'un cycle. Enfin, est-ce que c'est la fin d'un cycle? Oui. Aujourd'hui, on a complètement processisé tout. Tout est normalisé. Qu'est-ce que c'est qu'un seed, un machin, un truc? Quelles sont les cases que tu dois cocher, etc. À partir du moment où tout est complètement écrit, ben ça veut dire que tout ce qui a été écrit n'a pratiquement plus de valeur. C'est-à-dire, c'est plus indifférenciant. Donc, si tu te contentes de dérouler ton playbook et de faire comme, tu vois, j'ai regardé là il n'y a pas longtemps le dernier batch de YC. Donc c'est 2 minutes 30, je crois. 2 minutes 30 par présentation. Tout le monde a la même tête, la même intonation. Il y a AI partout. Ouais. Tout le monde dit la même chose. Je vais révolutionner le SKR grâce à de l'AI. En fait, non. Tu ne vas rien révolutionner du tout. Peut-être. Tu as une chance, si tu veux, de petit à petit, de développer quelque chose. Mais présenter comme ça, ça ne veut plus rien dire au bout d'un moment. Donc, il y en a qui vont y arriver. Ça, c'est sûr. Mais ils ne vont pas y arriver parce qu'ils ont fait YC, ils ne vont pas y arriver parce que c'est je ne sais pas quoi, ou parce qu'ils ont fait telle ou telle chose. Ou qu'ils soient sortis de telle et telle école. Ça, je pense que... voilà. Ou alors, c'est vraiment juste un... Là, tu joues au loto, quoi. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont avoir exactement le même playbook que toi, qu'au bout du compte, ceux qui arrivent à émerger, soit ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire, soit ils ont eu un coup de bol. Donc, on a commoditisé, finalement, l'acte de création d'une start-up. Oui, et l'accès au capital. Et l'accès au capital. Il y avait The World After Capital. Je ne sais pas si tu l'avais lu, ça, de Wemberg, qui est un des partenaires de USV. Ouais. Qui est un truc hyper intéressant qui doit avoir 10 ans maintenant. Lui disait, on va arriver gentiment à un moment où l'accès au capital sera une commodité. Parce que, en fait, il y a du capital qui existe. À partir du moment où les réseaux sont bien faits, l'information circule, etc., le capital, il se pose boum. Sur l'opportunité, c'est quasiment automatique. Donc, c'est pas tout à fait comme ça quand tu le vis côté entrepreneur, mais quand tu le regardes de loin, c'est un peu ce qui se passe. Côté VC, il y a de plus en plus de VC dans la Silicon Valley qui utilisent de l'AI et qui font de l'attribution finalement sur des datas. Mais voilà, en fait, si tu veux, tu scannes, t'as des critères, effectivement, tu pourrais, avec un peu d'ironie, te dire que en fait, tout est complètement automatique. Donc, à partir du moment où tu t'arrives là, lui, il dit, en fait, l'instant d'après, la rareté, c'est plus le capital donc, c'est même plus le savoir-faire, c'est l'attention. C'est bien pour ton média, tu vas voir. Parce qu'en fait, l'attention, c'est quoi? C'est avoir l'opportunité de parler à quelqu'un. Ouais. C'est avoir l'opportunité de le convaincre et de l'emmener avec toi. Et je pense qu'on en est là. Et c'est-à-dire que peut-être que c'est la fin d'un cycle, peut-être que c'est surtout le début d'un nouveau cycle, je pense qu'on est arrivé au moment où il faut savoir se créer le contexte pour pouvoir parler à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est ton associé futur, c'est tes premiers collaborateurs, c'est tes investisseurs, c'est tes premiers clients, c'est peut-être les médias, etc. Et en fait, il faut que tu arrives à créer ce mouvement. Et est-ce que c'est vraiment la technologie qui fait la différence? Non. C'est la manière d'emmener les gens avec toi. Et donc, ce playbook, je ne pense pas qu'il soit complètement écrit. Et il est à écrire. Et tu vois, on parlait d'innovation ou de progrès tout à l'heure. Je pense que... c'est le modèle, peut-être. Le modèle, en fait, il doit... moi, je me poserais la question, si je devais remonter quelque chose aujourd'hui, je me poserais la question de, OK, comment est-ce que j'emmène les gens avec moi? Il faut vraiment... Alors, j'espère qu'on a une super mission chez Ariani, j'espère qu'elle est comprise, j'espère etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, 6 ou 7 ans plus tard, si je devais recréer quelque chose, je partirais d'un message. Je partirais même pas d'un produit ou de, tu vois, plutôt d'un message. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fera la différence. Et à partir de là, en fait, le différenciant, il va être réalisé sur la partie RH, en fait. C'est-à-dire comment est-ce que tu organises quelle architecture tu donnes à tout ça pour que les gens aient envie de t'accompagner, pour que tu sois un aimant, en fait, à talent. Et après, franchement, ça se passera bien. Si c'est organisé pour que les gens puissent collaborer et s'ils ont envie de venir, le reste se passe bien. Chez Ariani, on essaye un peu de faire ça parce qu'il y a une partie qui est open source qui est managée par une association de loi 1901 dans laquelle les marques qui utilisent ce code-là participent à la gouvernance, contribuent. Et il y a un peu de ça, si tu veux. Elles sont là parce que c'est leur intérêt de participer, mais elles ont intérêt aussi à pousser le projet et à faire en sorte que d'autres viennent. Donc tu vois, c'est trouver
Pour moi, les prochaines vagues d'innovation, c'est arriver à trouver comment est-ce que tu crées des temps, de l'attention. Avec un network effect. Exactement. Ouais. Et donc, c'est plus du tout de la tech. Mais la conséquence, ça peut être de la tech. Mais quand tu expliques ça, j'ai une image, en fait, on parle souvent du portfolio entrepreneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, finalement, a créé peut-être un premier projet, qui a capté l'attention à la fois de gens qui ont envie de travailler avec lui. Tiens, s'il relance un truc la prochaine fois, j'aimerais bien travailler avec lui, même si ce deuxième projet n'a strictement rien à voir avec le premier. Voire de consommateurs et d'utilisateurs qui disent « Ah, tu sais, c'est le mec qui avait lancé. » On le sent de plus en plus, ça. Brian Chesky a créé Airbnb. Je suppose que si demain, il crée un nouveau truc, même si ça n'a strictement rien à voir avec l'hospitality. Ouais, il sera suivi, bien sûr. Il sera suivi parce qu'il a cette attention en fait, des consommateurs qui dit « Tu sais, c'est le mec qui avait monté Airbnb. » Et donc, on commence à parler du portfolio entrepreneur. Et ça me fait penser à la musique. Tu vois, à des artistes qui commencent et qui captent une première audience et qui vont peut-être changer complètement de style et créer un autre album qui n'a rien à voir, mais qui quand même emporte avec eux, tu vois. Et il y a la notion aussi de label, c'est-à-dire que Exa fait un petit peu ça, tu vois, avec le modèle de studio, quoi, en fait, où ils ont finalement créé exactement ce que tu dis, c'est-à-dire une capacité d'attention. Ah, c'est les mecs qui ont fait Aircall, c'est les mecs qui ont fait Front et tout ça. Ça attire des talents. Thibaut Elzière et son équipe, Amaury et Quentin, ils incarnent en fait un petit peu ce truc-là. Ça va clairement dans de ce que tu dis là, quoi. Oui, et c'est plutôt rassurant parce que là, on parle de réputation en fait et de valeur, parce que tu rejoins quelque chose pour une raison qui te fait vibrer. Sinon, tu n'aurais pas cette envie. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt vertueux. Et si on reboucle sur ce qu'on a envie de dire à nos enfants. Moi, je dirais que c'est ça, c'est-à-dire se rendre utile, oui, et puis surtout, en fait, faire en sorte que petit à petit, tu te crées ton environnement et que les gens aient envie de bosser avec toi. Ouais. Et effectivement, c'est pas un truc, ça se fait pas comme ça. Ça nécessite du temps. Mais ce temps-là, c'est pas le jour où tu as ton diplôme, en fait. Ça commence bien avant. Je vais te donner un exemple. Alors, je suis désolé parce que j'aimerais citer 2000 personnes, là, mais Paul Frambeau, d'un projet qui s'appelle Morpho dans le Web3, qui vaut 1,5 milliard au passage. Tu vois. Lui, il est sorti, il a eu son diplôme il y a moins de 2 ans. Et il a commencé son projet avec ses associés quand ils étaient encore à l'école. Bon, bah, ça montre, si tu veux, que le niveau de confiance que les gens se sont créés entre eux pour monter ce projet, et ensuite l'intérêt qu'ils ont suscité, bah, c'est au travers de leurs profs. Tu vois, ils ont brillé, ils ont été identifiés par leurs profs. Dans leur classe, dans leur école. Dans les labos rattachés, tu vois, à l'école. Et puis petit à petit, ça a fait boule de neige. C'est un projet qui est vachement récent, je sais pas, ça doit avoir 4 ans. 4-5 ans peut-être maximum dans leur tête. Et ils font quoi ? Alors, c'est très... une plateforme qui te permet, si tu veux, de déployer, de prêter des actifs numériques, de les emprunter et de les encapsuler dans des stratégies. D'accord. Okay. Bon, c'est très technique. Ouais, c'est très très technique. Enfin, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'ils ont réussi à créer cette image incroyable. Et en plus, évidemment, techniquement, ils sont super forts. Mais je pense que la raison du succès premier de ce projet, c'est la capacité à créer une image et une réputation incroyable. Ça y est, on a la réponse à nos gamins, alors, à cette question qu'on se posait tout à l'heure. Je savais qu'il fallait qu'on... Mais oui, voilà. Mais c'est ça ce qu'il faut dire à nos gamins, c'est quand ils nous disent ouais, mais regarde, lui, il a gagné 100 000 balles. Mais ouais, mais ok, il a gagné 100 000 balles et c'est génial, ou 1 million, c'est super. Mais quelle réputation est-ce qu'il va laisser, quoi, en fait ? Est-ce que ce succès-là va lui servir parce qu'on est dans une logique de multi-projets où il va falloir enchaîner, c'est fini, on ne travaille plus dans une seule truc jusqu'à la fin de sa vie. Et donc la réputation, c'est ce qui compte le plus. Et donc la valeur que tu crées et ce que tu laisses comme trace, en fait, dans la société, c'est ça, c'est plus que l'argent, c'est ça qu'il faut que tu crées, quoi, en fait, quoi. Ben, je pense, j'espère. Ouais, c'est ça qu'il faut qu'on dise à nos enfants, là. Quand tu regardes, tu as été un observateur de cette French Tech, de cette Startup Nation. Pour toi, c'est quoi les plus grosses conneries qu'on a collectivement gobées, quoi, en fait, pendant cette période-là de 2014, je vais le situer là, quoi, jusqu'à dans les 10 dernières années. Parce que c'est un peu une ère de bilan, ça fait 10 ans, quoi, en fait. Hein. C'est normal qu'on se pose la question du bilan. Hein. On fait le bilan.
Je pense que le bilan, il est positif. Ouais. Il est très positif. Je pense que... On a donné envie d'être entrepreneur. Alors déjà, il y a ça. Ouais, ça, c'est super intéressant. Donc, 1986, hein, Johnny. Donner l'envie. D'avoir envie, ouais. Ouais, donner l'envie d'avoir envie. Ouais. Donc oui, il y a eu cette transformation. Il y a effectivement la décomplexation. Complexation, ça se dit ça? Décomplexer. Ouais, le rapport à l'argent. Ouais. Je pense que c'était important aussi. Après, c'est des temps longs. Tu peux pas créer un écosystème comme ça avec ce niveau de rien. Donc il faut des premiers succès avec en fait du savoir-faire qui s'accumule, de l'argent évidemment dont on démontre qu'il produit de la rentabilité, du rendement, parce que sinon l'argent vient pas. Là, on a un problème quand même là-dessus. Hein. Alors oui, mais ça, je crois qu'il est partout. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Peut-être, j'en sais rien. Mais moi, je trouve qu'on atteint un niveau de maturité, de compréhension de ce que c'est que monter une boîte, de créer les bonnes conditions du succès, qui n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ou 15 ans. Ça, c'est sûr. Le niveau quand même de professionnalisme dans la fabrication du cadre, parce que c'est ça qui est important finalement dans une boîte. C'est pas l'idée géniale. Bon, c'est important certainement, mais quand on dit la valeur, elle est dans l'exécution. Oui, mais pour qu'elle soit bien exécutée, il faut les bons talents, il faut le bon cadre pour les accueillir. Donc c'est ça qui est important, la partie RH. Ça, j'ai l'impression qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. Ceci dit, si tu me demandes quelles sont les erreurs qui ont été faites, bah c'est précisément là en fait que les erreurs elles ont été faites les plus nombreuses. C'est d'avoir donné beaucoup trop de capital à des projets qui n'avaient pas la capacité de le mettre correctement au travail. Parce que c'était des équipes qui, là, tu vois, je m'en mets 4 ans en arrière, il y a des équipes qui ne se connaissaient pas. En fait, ils ont monté des projets, mais ils ne se connaissaient pas. En fait, tu ne peux pas monter un projet avec des gens que tu ne connais pas. Bien sûr. Parfois, ça se passe bien, mais c'est quand même vachement rare. Ouais. Donc, en fait, ce temps-là, tu peux pas l'inventer. Il faut que et je pense que oui, il y a eu des erreurs de fait à aller se concentrer sur... déjà, il y avait beaucoup trop de capital à déployer pour trop peu de projets, ça c'est sûr et certain. Et puis, dans les due diligence qui étaient faites, il n'y a pas eu de focus, je ne vais pas faire des anglicismes, il n'y a pas eu suffisamment d'attention portée à la qualité des associations, oui. Voilà, la qualité intrinsèque de la gestion des ressources humaines. C'est le truc, en fait, c'est le truc dont on parle le moins, qui est le plus important. Parce que si ce n'est pas quelque chose qui est vraiment ancré dès le début dans la tête des entrepreneurs, peut-être qu'ils ne savent pas gérer ça. Mais s'ils n'ont pas envie de l'apprendre et s'ils n'ont pas envie d'évoluer avec leur boîte, de comprendre comment on met en place les bonnes façons de collaborer et d'attirer des gens, tôt ou tard, tu prends le mur. Et les ruptures en fait, de croissance des boîtes, à partir du moment où tu as trouvé ton market fit et ça commence à décoller, il n'y a plus que ça qui compte. Le reste, c'est du détail. Et les erreurs, elles sont là. Alors, on va revenir là-dessus, parce que j'aimerais bien qu'on parle justement de cette question RH. C'est un des sujets que tu m'as dit, ça serait vachement bien qu'on parle de ça, parce que j'ai recité Jean de la Roche-Brochard dans un podcast, il disait ça, je pense que le problème, il n'est pas tellement au niveau des entrepreneurs, le problème est vraiment au niveau des employés, quoi. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais sur les conneries qu'on nous a fait gober, moi j'ai l'impression, si je peux me permettre, et j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus, je pense qu'on a quand même un peu expliqué à l'écosystème et aux entrepreneurs que c'était facile. Ouais. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, que comme pour devenir guitariste, tu ne deviens pas un bon guitariste en 3 mois. Ça prend des années et des années. Il faut passer du temps sur le manche, quoi, en fait, pour commencer à sortir un truc qui sonne à peu près correctement. Moi, je pense qu'une et tu vois, et pour vivre dans la Silicon Valley, c'est pas facile de monter une boîte dans la Silicon Valley. Tu vois, et je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a facilité les choses qui étaient certes très compliquées quand ça a débuté, cette histoire. C'est vrai que créer une boîte, c'était compliqué, etc. Mais que je pense que, tu vois, on a été trop loin dans la facilité. Et que je pense que des gens se sont dit, bah, j'ai le bon diplôme, et que ça paraît facile, et ça a été facilité grandement par plein de choses. Et donc ça partait certainement d'un bon sentiment, mais on n'a pas rendu service finalement à l'entrepreneur qui, malgré tout, est un chemin de croix.
Moi, je pense que ça, c'est une des conneries, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, c'est toujours les travers, tu vois, d'avoir surexposé, parce que si tu remontes 20 ans en arrière, les entrepreneurs, personne n'en parlait. Donc, la surexposition du métier ou de la fonction de start-upper, ça a forcément attiré des gens qui ont vu plus de valeur sociale encore. Encore une fois, tu vois, aller vers ça plutôt que d'autres postes. Et alors que, et c'est là où tu vois où ça m'embête toujours qu'on dégrade des métiers ou même des contextes professionnels. J'entends beaucoup des gens, tu vois, dans les influenceurs dire en fait, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder à être employé, tu seras jamais riche. Je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact, pour le coup, si on a vraiment une mission dans la tête, on peut avoir beaucoup plus d'impact en participant à transformer une entreprise de l'intérieur, plutôt qu'en vouloir monter une start-up pour la concurrencer. La probabilité déjà pour que tu arrives à faire vivre ta start-up n'est pas élevée. Si en plus tu penses que tu vas pouvoir imposer un modèle alors que très probablement tu vas être obligé de pivoter 1000 fois et que c'est pas évident. Peut-être mieux aller, plutôt que de faire des formations et de gagner $1 million en vendant du vent, quoi, en fait, peut-être mieux aller employer chez Mistral, quoi, où là, tu as peut-être plus une chance de... Ouais, je pense, ouais. Voilà. Et donc, il y avait cette mise en valeur de l'entrepreneur qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, en fait, si je veux vraiment réussir ma vie, ma carrière, il faut que j'aille là-dedans. Ce qui est dangereux, surtout quand tu as pas d'expérience, parce que c'est très difficile de se recaser après. Ouais. Il faut l'avoir en tête aussi, ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris l'habitude de ne répondre à aucune injonction, sauf celle peut-être de ton board, mais ça, c'est pas tous les jours, c'est très difficile de se remettre ensuite dans un format où, au contraire, il faut trouver des consensus en permanence. Et puis respecter les consignes qui sont données. Oui, il y a eu, ça a forcément attiré beaucoup de gens qui n'étaient pas à la bonne place et qui ne se sont pas rendus compte qu'en allant dans cette direction-là, ils n'allaient pas du tout trouver ce qu'ils recherchent. Et ça je ne sais pas quoi te dire. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a beaucoup moins de... Déjà, c'est moins facile en ce moment. C'est moins facile. Je vois il y a un moment, il y a 3-4 ans, là, parce que j'en ai vu quand même des dossiers passer, depuis longtemps, si tu veux, j'ai arrêté de demander aux gens de me parler de leur tech et de leur machin, mais plutôt de me parler de leurs relations entre eux. Parce que j'ai bien compris, après m'être pris pas mal de baffes en tant que BA, tu vois, de boîtes qui éclatent en fait au bout de 6 mois. Parce que les gens... C'est plus de 40% de mon portefeuille. Ah oui, oui, c'est un drama, un cofondeur drama. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais c'est courant. C'est logique dans les stats. Et en fait, ça vaut le coup, effectivement, d'aller questionner les gens sur qu'est-ce qui les lie, etc. Et c'est hyper intéressant de faire un appel quand ils sont 2 ou 3, là, avec chacun. Et de poser la même question aux 3. Quoi. Exactement, juste pour comprendre si ça se recoupe. Ouais. Tu vois ? Et en fait, tu te rends compte que, non, en fait, ils étaient dans la même boîte, ils n'étaient même pas au même étage. Il y avait de la lumière. Voilà, et puis ils se sont dit, au café, tiens, on va monter une boîte, ce serait quand même plus cool. Et en fait, c'est pas la bonne motivation pour aller monter une boîte. Donc oui, il y a eu des constitutions d'équipes qui se sont faites beaucoup trop vite pour de mauvaises raisons, poursuivant les mauvais objectifs. Et là, j'en ai encore en ce moment, tu vois, qui sont en train d'essayer de se sortir de drame. Et c'est souvent létal. Parce que tu te retrouves avec une cap table ingérable. Non, c'est foutu. Une fois que tout le monde a rêvé, parce qu'il y a ça aussi, c'est que faut comprendre ce que c'est qu'une levée de fonds. Alors, je fais une levée de fonds sur une valo de 10 millions, mais ta boîte ne vaut pas 10 millions. Du tout. Non, bien sûr que non. Sauf que dans ta tête, tu te dis, j'avais 50%, donc en fait, j'ai 5 millions là dans la poche. Donc le jour où on s'engueule, moi je veux mes 5 millions. Et là, tu te retrouves dans des trucs inextricables, où les gens vont commencer à se battre, puis au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus de cash et c'est fini, quoi. Ouais. Une autre connerie qu'on a peut-être faite, puisque tu veux pas les dire, parce que c'est ton côté très positif et je comprends ça, mais je compare avec la Silicon Valley toujours, c'est que je pense que dans l'écosystème français, on a donné le pouvoir aux gens qui sortaient des écoles de commerce. Alors que le pouvoir, dans la Silicon Valley, c'est vraiment l'ingénieur qui est là, quoi. C'est le techos, quoi, en fait, quoi. Et moi, quand je regarde les start-upers de la French Tech, je vois souvent des gens sortis d'écoles de commerce à la tête de ces trucs-là. Et l'ingénieur, on lui a peut-être pas laissé le moyen prendre le pouvoir, alors qu'on a des ingénieurs d'un talent incroyable en France, mais ils n'ont pas le pouvoir, ou rarement. Ça change, hein, c'est pas vrai dans certaines startups.
Arthur de chez Mistral, c'est un pur techos, quoi. Tu fais une interview avec lui, il regarde ses godasses pendant 2 heures, quoi. Mais c'est un génie. Mais je pense que ça, c'est une erreur qu'on a fait. On a peut-être dans la précipitation à vouloir faire émerger un modèle entrepreneurial, et bien évidemment, les gens qui sortent d'école de commerce étaient plus réceptifs, bien évidemment, parce que ils ont un socle culturel qui est plus sensible à ce discours-là. Je pense qu'on a oublié l'ingé dedans. Ouais, alors, mon portfolio, il n'est pas comme ça. Hein. Ok. Parce que je suis ingénieur. T'es ingénieur, c'est pour ça que je te dis ça, toi. Maintenant que tu me le dis, il y a probablement une raison à ça. Oui. C'est quand même que à l'étage des VC, qui est juste après, comme c'est des gens qui, généralement, sont plutôt issus de cette filière-là, business finance. Je pense que ça te crée un biais. Je pense que ça crée un biais. Ouais. Et c'est pas le même biais, effectivement, dans la Silicon Valley. Ouais. Après, tu disais tout à l'heure, je reviens juste là-dessus une seconde, tu disais c'est plus difficile de monter une boîte dans la Silicon Valley. Alors oui, et pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, t'as pas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'aide. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, ici, tu fais une rupture conventionnelle de ta boîte, hein, puis tu as 2 ans de chômage. Voilà, un truc comme ça, peut-être 18 mois aujourd'hui, mais enfin bon, c'est largement suffisant. Et puis bon, tu peux être un peu chez tes parents ou je sais pas où, tu vois, manger des pâtes, ça se passe très bien. Et puis la BPI va te forcer à prendre de l'argent. Oui, bah, d'ailleurs c'est bien, enfin sur le principe c'est bien. Mais effectivement ça crée du coup des trucs un peu zombies, tu vois, qui sont pas pressés. Dans la Silicon Valley, c'est de l'autre côté en fait que ça se passe souvent, c'est-à-dire qu'une fois que tu as monté la marche, sauf vraiment à être dans une période de crise, ta boîte tu la revends. Tu vois, tu vas finir par travailler pour Facebook ou enfin Meta, Google, etc. Il y a une liquidité, il y a une... Parce que voilà, il y a le acquire est quand même un truc qui marche bien, ce qui te permet de sortir... Et même si ça n'a pas marché, tu ne te retrouves pas le bec dans l'eau. Alors, en France, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est plus facile au démarrage. Le jour où tu te plantes, bah, t'es pas bien. Parce que aller retrouver un job, comme les sorties n'existent pas, et ça c'est un énorme problème, c'est que nos corporates, en fait, n'achètent pas de start-up, ou très très peu. Ils ne voient pas la valeur, en fait, ou ne savent pas comment les intégrer correctement. Du coup, tu n'as pas de sortie évidente. Et c'est vrai que le modèle est probablement plus vertueux dans la vallée, en effet, qu'à baisser la barrière à l'entrée. Ici. Mais l'acquire aussi est plus facile quand tu as des ingénieurs qui sont à la tête du truc parce qu'il y a de l'IP et que c'est recherché. Ouais. C'est beaucoup plus recherché que si la valeur IP n'est pas forte, etc. Tu vas faire sponsoriser ce podcast par HEC, ils vont être ravis. HEC, si vous nous écoutez, vous pouvez sponsoriser ce podcast. Peut-être 3e connerie qu'on a essayé de nous faire gober. Je réfléchis en même temps que je te parle. Je pense que les politiques ont leur responsabilité là-dessus. C'est qu'on a ancré quand même ces startups sur le territoire français et on les a pas... quand je compare par exemple avec la vraie Startup Nation, c'est-à-dire Israël, pour moi, qui est la vraie Startup Nation, on a fait croire que ça se passait en France, quoi. Qu'il fallait créer des boîtes ici et que le politique avait besoin aussi d'être sur la photo et que les entreprises créent de l'emploi aussi en France, etc. On a mis en place des dispositifs comme le JEI ou C2I ou CIR qui étaient des dispositifs qui étaient faits pour rendre nos sociétés compétitives à l'international parce qu'on sait qu'on a un coût du travail en France qui est plus élevé que... Sauf qu'elles ne sont pas parties à l'international. La majorité sont là. Alors, celles qui sont parties, d'ailleurs, elles sont très successful. Tu parlais de Content Square, lui, il est parti. Ou, bien sûr. Hugging Face. Bon, non, ils sont partis. Non, mais ils sont jamais été ici, mais bon, ils sont jamais été ici. Entre les deux. Ouais. Donc, on a créé tous les événements en France, tu vois, et c'était difficile de partir. Et ça partait d'une bonne volonté, hein, tu vois. Station F, c'est à Paris. Donc, on n'a pas laissé partir les gamins, quoi. Ouais, mais là, tu compares des choses. Tu vois, Israël, c'est une diaspora de base. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est construit. Non, et puis tout le monde les déteste autour d'eux, donc ils sont obligés de partir, quoi. Donc, il n'y a pas de marché. Il y a un marché localement, il est limité, quoi. Bien sûr. Ouais. Et en plus de ça, parce qu'en France, on est parti de l'idée de souveraineté. Donc, souveraineté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on bâtit ici, etc. Ce qui n'est pas forcément une bêtise, mais effectivement, à un moment, si tu veux avoir un rôle de taille, tu es obligé d'avoir une couverture internationale et donc forcément tu es obligé de partir. Et une fois que tu es parti, en réalité, une fois que tu as mis le pied là-bas, évidemment tu vas pas aller de côté sur la bourse de Paris malheureusement parce qu'elle est totalement inexistante et donc tu deviens une boîte américaine.
Et donc la question de souveraineté, tu l'as perdu. Qui est un vrai sujet parce que, alors évidemment, on continue à avoir des boîtes qui sont à cheval entre les États-Unis et la France ou l'Europe. Mais en réalité, tu as quand même perdu ce chemin vers une meilleure souveraineté si tu considères que la souveraineté, c'est avoir des boîtes dont le headquarter, enfin le siège, pardon, soit en France. Moi, je pense que ça, en fait, c'est juste un truc qui ne se résout pas. C'est-à-dire que la tech, telle qu'on l'envisage, elle est principalement américaine. Et pourquoi ? Parce que le marché, en fait, rayonne depuis les États-Unis, pour plein de raisons. Et après, tu te connectes avec les autres gens qui font de la tech. C'est comme ça que ça marche. Donc, on n'est pas un hub en France, et l'Europe n'est pas un hub non plus, parce c'est aussi difficile d'aller s'implanter en Allemagne quand on est français que d'aller aux États-Unis. Donc, le choix est vite fait. Et je ne veux pas être pessimiste. Enfin, si, je vais être un peu pessimiste, parce que tu m'as reproché d'être trop optimiste. Ouais. Mais il ne faut pas continuer à foncer comme ça. Ça ne sert à rien. Je veux dire, prendre les sujets qui sont des sujets qui nativement sont américains en se disant « Ah, mais là, on va être coincé parce qu'ils vont nous doubler, etc. » pour les répliquer en France ou en Europe, ça ne va pas marcher. Et dans les AI, je m'arrête là. Ouais. Voilà. Mais la data, elle n'est pas chez nous. Ouais. Donc, ça va être problématique. On peut essayer de ramener un petit peu quelque chose, mais je doute qu'on arrive vraiment à peser dans la balance. Maintenant, la vraie façon de rétablir la souveraineté, c'est de réfléchir, et on revient, mais on n'arrête pas de reboucler dans ce podcast. Mais c'est ça ce qu'on réfléchit là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est aujourd'hui la spécificité de l'Europe ? Ouais, c'est quoi ? On a un modèle, et on a des intentions. Donc, cette intention d'aller vers un monde plus durable, de créer des normes, etc. Mais il faut saisir ça, si on y croit vraiment, et moi j'y crois, il faut saisir ça. Il faut devenir les leaders de ce truc, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Et pareil pour l'énergie. Je veux dire, voilà, on a des atouts, il faut construire autour de ces atouts. C'est intéressant de voir comment le marché, l'industrie du luxe s'est développée. Elle s'est développée parce qu'on avait une culture de l'historique, et on a construit autour de ça, au-dessus de ça, une industrie. Bon, ça ne pouvait pas avoir lieu ailleurs. C'était forcément l'Europe. Et donc, et puis la France... Parce que c'est un truc qui s'hérite. C'est un truc qui s'hérite du passé. Et nous, Exactement. On a un passé. Bon, il faut continuer à construire autour de ça. On ne peut pas repartir et dire, tiens, on va concurrencer la Chine et on aura des meilleures usines, et on va réindustrialiser la France, ou on va concurrencer le numérique américain. On peut le faire dans une certaine mesure, parce qu'il ne faut pas complètement perdre le pas, mais il faut surtout construire ce qui va faire la différence à venir. Et donc, tu dis, qu'est-ce qu'on a raté ? Je pense que ça, on l'a raté. Et heureusement, il y a des virages qui sont en train de s'opérer aujourd'hui. Et heureusement, tu as une réorientation des capitaux aujourd'hui vers des modèles, des sociétés et des technologies qui sont beaucoup plus alignés avec ce qu'est l'Europe aujourd'hui et ce qu'on aimerait que le monde soit demain. Mais sur l'orientation, il y a eu un petit souci. Oui. Parce que financer du SaaS, comme on l'a fait sur les valos auxquels on les a fait, forcément, au bout d'un moment, ça allait poser un problème. Et l'ère de l'IA, ça va faire mal. Écoute, je souhaite beaucoup de réussite. Tu citais Mistral tout à l'heure, il y en a plein. Je leur souhaite beaucoup de réussite. Mais c'est quand même... là, pour le coup, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec ce qu'on aimerait que l'Europe soit, et peut-être fabriquer des modèles. Alors, je ne parle pas des LLM, mais des modèles qui soient un petit peu différents et qui correspondent à ce qu'on a envie que le monde digital soit, plutôt que d'essayer de faire la course avec des gens qui, de toute façon... était déjà parti avant que le feu soit vert. Ouais, absolument. Question flash. La règle, elle est simple. Je te pose des questions... Je tremble. Ouais, c'est des questions simples. Mais... Ça va, c'est à la fin. Ouais, c'est à la fin. Donc plus personne ne nous regarde. C'est ça, voilà. Donc dis-toi ça. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Donc pas de langue de bois, je te demande. Mais tu réponds instinctivement à ces questions-là. Le plus gros mytho que tu aies croisé dans la tech ? Oh là là. C'est Oussama, non ? Enfin, je suis obligé de répondre ça. Bien sûr. Oui, bon. Ouais. T'es obligé de répondre ça. On en a parlé dans le podcast qu'on a enregistré ensemble, qui sera sorti quand les gens le regardent. Et je lui ai dit... je me rappelle, un jour, tu m'avais dit, en fait, moi, je me suis rendu compte de Family qu'en fait, que c'était qu'une bande d'amateurs, quoi. Ouais. Et je lui ai dit. Et il m'a dit, il a peut-être raison, quoi, en fait, quoi. Mais ça, c'est pas le problème.
Bon, on va pas refaire le truc, mais on est tous amateurs quand on démarre quelque chose. Ouais. Après, c'est toujours une question d'intention, c'est-à-dire est-ce que tu as envie d'en faire quelque chose de carré, etc. Est-ce que tu as envie d'en faire un beau modèle et en fait, bon, tu vois, j'ai tourné la page de ce truc-là depuis belle lurette. Mais tu as été quand même très virulent sur le truc. Hein. Oui, mais pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Tu as fait partie de ceux qui sont montés à la charge. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'embêtait, c'était que mon fils tombe sur des vidéos, tu vois. Mais ça, tu pourras pas l'empêcher. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Effectivement, je n'y arrive pas. Mais tu vois, la vision du monde business qui est distillée par les ex The Family, moi, ça me va pas du tout. Donc, c'était ça, en fait, qui m'embêtait. Après, être des amateurs, tout le monde l'est. Le vrai talent, et ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu transformes un truc où peut-être que tu as un peu mordu la ligne, peut-être même que tu as été de l'autre côté de la ligne, tu vois, mais bon, tu as réussi à faire un truc, tu as réussi à modifier quelque chose, tu as réussi à, je sais pas, à faire du revenu d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas en faire quelque chose en te disant, bon alors, voilà, maintenant on a trouvé une direction, on va essayer d'en faire un beau modèle durable, ou est-ce que tu te dis, en fait, bah, finalement j'ai marché sur la ligne, personne ne me dit rien, je continue. Et dans un cas... ça peut faire de très belles choses, et dans d'autres cas, en fait, bah, tu prends de l'argent tant que tu peux jusqu'à ce que ça tombe. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, le fondateur de Celsius. Tu vois ce que c'est, Celsius? 30 ans de prison. Truc de fou. Sam Bankman-Fried aussi. Hein, ouais, mais même moins, tu vois. Donc lui, il a vraiment tapé le truc. Et c'est des gens... moi, je l'avais rencontré qu'une seule fois à New York, et j'avais pas vu... Enfin, de toute façon, je pense que personne ne pouvait se douter. Et en fait, on ne saura jamais, parce que c'est des gens qui, à un moment donné, ont vu qu'on pouvait faire de l'argent artificiellement, quoi. On pouvait en prendre, on pouvait ne pas respecter les règles et puis arriver à faire un truc magique. Et ils auraient dû s'arrêter là et se dire, bon, ok, je l'ai fait une fois, pas bu, pas pris, tant mieux. Comment je transforme ça? Parce que c'était des gros succès, l'un comme l'autre. Oui, mais bon, c'est pathologique, en fait. Quoi. Bah, tu suis une logique, mais enfin, si tu prends du recul, tu sais que le mur arrive. Le VC français qui t'a le plus déplu? Wow, c'est dur, ça. Ah oui, c'est dur. C'est des questions dures. Hein. Qui m'a le plus déplu je peux pas donner un nom, là. Jean, il a donné des noms. Ouais, mais bon, c'est son métier de donner des noms, tu vois. Peut-être que tu peux pas le citer, mais parler d'une anecdote, quoi. D'un truc qui t'est arrivé. Bah, d'une manière générale, si tu veux, il y a un comportement. Ouais. Bon, mais là, ça va s'adresser à beaucoup de VC. Ouais. Mais ils se reconnaîtront, si on n'est pas obligé de donner le nom, mais peut-être qu'ils se reconnaîtront dans leur comportement. Si tu veux, c'est quand tu es VC, en fait, quand on te donne de l'argent, que tu sois entrepreneur ou que tu sois... on te donne un pouvoir. Bon, faut pas en faire n'importe quoi. Enfin, je suis désolé, je suis peut-être trop moraliste, mais il faut faire attention. En fait, tu te repasses ce pouvoir. Faut pas en profiter bêtement. Faut pas. Faut se rendre compte de ce privilège. Et il faut être respectueux. Et donc oui, bah tu vas rencontrer des tas de gens qui ont besoin d'avoir un petit peu de ce pouvoir, tu vois, pour pouvoir faire vivre leur projet. Il y a un minimum quand même de respect à avoir sur qu'est-ce que tu vas prendre d'informations et redonner de ton côté à ton portfolio, à d'autres gens, etc. D'accord, j'ai compris ce que tu veux dire là. Mesure, ouais, mais voilà. dis-le clairement, c'est-à-dire qu'il y a des VC qui utilisent leur attractivité pour aller capter de l'information pour certaines boîtes de leur portefeuille, ouais, alors qu'ils n'ont aucunement l'intention d'investir dans ta boîte. Ah ben c'est clair. Ça existe. Alors heureusement, ça ne concerne pas tout le monde. T'as un autre truc qui est si tu fais ce boulot-là, c'est que tu as envie de participer à donner vie à des choses qui, sinon, n'existeraient pas. Donc tant que tu restes sur le côté à dire je vais peut-être y aller, je sais pas, tu vois, et que tu restes sur le côté tant que t'as pas d'autres signaux qui viennent d'ailleurs, et que tu te précipites le jour où le mec te dit finalement là je suis en train de signer avec un tel, et que là tout le monde se fait la queue pour venir te parler, je trouve que c'est détestable. Ouais. Parce que soit t'as une conviction, t'as compris un truc, ouais. T'as vu vraiment dans les gens que t'as en face de toi de la valeur, et à ce moment-là t'y vas et t'as besoin de personne pour y aller. Et dans ce cas-là t'es un bon VC. Ouais. Même si tu te plantes, je m'en fous, mais t'es un bon VC. Ouais. Ou alors t'attends du signal collectif là qui fait qu'au final on fait tous des conneries. Le mouton visionnaire. Le mouton visionnaire. Et alors ça je supporte pas. Après il y a l'autre truc qui est là en ce moment on les voit les bons VC. Franchement. C'est quoi un bon VC?
Un bon VC, c'est un VC qui va passer du temps avec son portfolio et qui va pas passer le gros de son temps avec ses LP ou à essayer de scanner le reste du marché. En fait, les bons VC doivent passer plus de temps avec leurs projets pour les aider. Et là, en ce moment, on est dans le dur. Hein. Tu vois, le marché, il est dans le dur. Il y a plein de boîtes beaucoup de startups qui arrivent à court de cash, là. Hein. Qui arrivent à court de cash, qui ont besoin de support moral. Parfois, en fait, tu sais pas quoi faire. Enfin, en tant qu'investisseur, tu vois le marasme du truc, tu dis, mais au moins, tu t'aides les gens à prendre un petit peu du recul, tu partages un peu d'anecdotes, tu vois, de choses que tu as vues ailleurs. C'est vachement important de le faire. Tout le monde ne le fait pas. Tu as des VC aujourd'hui qui sont en train de flipper pour leur propre boulot et qui transmettent à leur portfolio un stress énorme. Ouais. Ça, c'est horrible. Ouais. Et je peux te dire que là, je suis très content de mon board aujourd'hui chez Ariani parce qu'on a des gens qui sont hyper bienveillants. Et c'est là que l'expérience compte. Hein. Et là, ça fait toute la différence. Parce qu'on a vu aussi beaucoup de VC avec très peu d'expérience devenir partenaires, des gens qui avaient finalement très peu d'expérience à la fois en tant que VC ou entrepreneur. Et là, quand tu as un partenaire qui, lui, a vécu des cycles comme ça et qui a vécu les winters à répétition, tu es content de l'avoir dans ton board. Un peu de cheveux blancs fait du bien, là. Dans des situations comme ça, ça sert à rien en plus de rajouter du poids là où il en faut pas, quoi. Donc, et ça, en ce moment, on le voit beaucoup. Quand tu fais un entretien de recrutement où t'apprêtes à investir dans une start-up, c'est quoi ton plus gros red flag? Le truc qui, pour toi, c'est boum. Est-ce que t'as quelques trucs comme ça c'est la réputation, tu vois. Alors là, de toute façon, il m'arrive quasiment plus de mettre des tickets dans des boîtes qui sont montées par des gens que soit je ne connais pas directement, soit que mon réseau immédiat connaît pas. C'est terrible ça pour les jeunes qui se. Alors oui, mais ça se fait un réseau. Qui sortent pas d'école. Oui, mais ça se fait un réseau. Ouais. Donc en fait, effectivement, si tu viens de nulle part, que t'as personne autour de toi, que t'as pas fait le job pendant tes années d'études, où t'avais plein de temps pour le faire, pour te connecter, etc., et que tu veux monter ta start-up, etc., ça va être très très compliqué. Donc il vaut mieux aller bosser dans une start-up pour construire de la réputation. Il faut construire. Et effectivement, t'as des gens qui ont beaucoup plus de facilité. Utiliser l'aspiration des autres fondeurs. Ouais. Et t'as des gens qui naissent dans des familles très connectées, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai eu du réseau grâce à ma famille directe. J'ai eu des très bons conseils, j'ai eu beaucoup de bienveillance, tout le confort que j'ai voulu. Mais bon, voilà, c'est un truc qu'il faut que tu construises. Ton plus gros fuck-up entrepreneurial, c'est quoi? Ah, intéressant. J'ai planté une boîte qui s'appelle Secret Media. Ouais. Alors quand je dis j'ai planté, je veux dire, c'est collectif. Le marché s'est retourné, a été particulièrement compliqué. On est allé dans un truc. Et en fait, alors bon, ça m'a énormément emmerdé. D'autant que avec Julien, donc on avait ce projet-là en commun, Julien Romanetto, et on a prolongé le plaisir, si on peut dire, de continuer à aller dans une direction, en partie parce qu'on était aux États-Unis et parce que notre visa était dessus. Donc on a continué, si tu veux, à mettre du fric, nous, dans la boîte, parce qu'on s'est dit, bon, on va y arriver, etc. Et puis j'ai besoin du visa E2 qui est associé avec, quoi. Exactement. On avait levé un peu d'argent, et l'argent, si tu veux, de nos investisseurs. On avait mis de l'argent au début. Ensuite, on avait un peu d'argent quand on a vu que ça commençait à décoller. Et en fait, quand on est arrivé à court de cash, on a continué à en mettre nous-mêmes. Et ça, c'était une connerie, ça. Alors, c'était une connerie. Et puis, en plus, si tu veux, dans ces moments-là, en réalité, quand tu plies le truc, c'est normal que personne nous remercie de l'intention, tu vois, d'avoir essayé de prolonger le truc. Mais quand même, tu te dis, putain, merde, c'est vraiment là, enfin, c'était pas la peine, quoi. Et ça me fait venir sur une chose, c'est que je pense qu'on n'apprend rien de l'échec. Oh putain. Fred, tu sais que Oussama Ammar dit la même chose. Hein. Eh ben, alors écoute, on va finir par se faire des bisous. Ouais, je pense qu'il faut que vous vous revoyiez. On n'apprend rien de l'échec. On peut apprendre de l'échec quand on le décode, etc., ce qu'on ne fait jamais, très rarement. Mais surtout, on n'apprend rien de l'échec complet. C'est-à-dire que quand tu as un truc qui plante complètement et que c'est fini, voilà, en fait, tu sais ce qu'il fallait pas faire. Dans notre cas, je sais ce qu'il fallait pas faire, oui, parce que maintenant, je sais comment va réagir le marché à ce produit-là et ce qui va se passer après. Oui, mais ça ne se sert pas. Mais absolument pas. Il n'y a aucun learning de ce truc-là, il n'y a aucun apprentissage, je vais arrêter, qui me soit utile pour la suite. Là où on apprend, c'est les erreurs, les petits trucs qui te font tomber quand tu peux te relever.
Et ça, effectivement, au bout d'un moment, par itération, bon, bah, tu sais ce qu'il faut plus faire. Et puis, une fois que tu as bien quadrillé toutes les voies, tu finis par trouver la bonne. Mais tu vas apprendre de quoi? Bah, tu vas apprendre de ce qui t'a amené dans la bonne direction. Mais pour moi, on n'apprend pas de l'échec. Et est-ce que tu apprends de tes réussites? Oui, beaucoup pour plus. cette raison. Ouais. Alors, sauf quand c'est vraiment le hasard. Hein. C'est-à-dire que parfois, et ça arrive quand même, on est à l'abri des bonnes surprises quand même, en général, quand on est entrepreneur. Mais quand effectivement, tu mets en route un truc et que tout de suite ça marche, là, t'apprends rien tu non sais plus. pas pourquoi. Ouais. Bah, honnêtement, ça arrive jamais. Enfin, sauf si ça arrive dans des périodes de bulles incroyables où, tu vois, tout fonctionne et puis t'as pas besoin de te poser trop de questions. Mais bon, c'est rare. Allez, une dernière. Un conseil qu'on t'a donné, mais que tu ne suivras plus jamais. Non, mais il y a plein. Non, mais on m'a donné 1 milliard de conseils que soit j'ai pas suivi, soit que j'ai suivi et qui n'a pas. Et que tu suivras plus, c'est-à-dire que on te l'a donné plusieurs fois, mais en fait c'est une grosse connerie. En gros, c'est un truc qui est une sorte de pensée dans la société, et que non, toi t'as compris que même si c'était. Alors, par exemple, on m'a donné des conseils sur. Par exemple, ça pourrait être ne monte jamais une start-up tout seul. Oui, alors exactement. Bah, j'allais venir à ça. Okay. On m'a dit une fois, faut pas monter une start-up en solo fondeur. À 4. À 4, d'accord. Parce que sinon, on n'arrive jamais à se mettre d'accord, 2 contre 2, machin. C'est quoi cette histoire? Enfin, ça n'a aucun sens. Il faut monter une boîte avec des gens avec lesquels on a envie de construire quelque chose, qui tous apportent quelque chose au projet, et on se pose. Enfin, il faut même pas avoir besoin de se poser la question. Il faut trouver des modes d'équilibre avec des gens qui ont un certain degré de maturité. C'est sûr que s'il y en a un qui a le boulard et qui est incapable de travailler avec d'autres gens, il faut simplement pas s'associer. Il faut qu'il monte sa boîte tout seul. Et ça pourra très bien marcher s'il est tout seul. Et ça dépend énormément des caractères. Mais donner... Alors c'est bien parce que ça nous fait venir, sur les conseils à l'emporte-pièce, les grands trucs. Mais en fait, ça n'a aucun sens. D'autant que quand on monte quelque chose... Les recettes miracles, quoi. Alors voilà, les fameux playbooks... Qu'on va te vendre d'ailleurs sur Internet dans des formations. Absolument, voilà. et c'est important d'acheter ces formations parce que ça te permet d'être millionnaire et ensuite tu peux voyager dans le monde entier avec un jet qui, par contre, ne décolle pas, mais dans lequel tu peux faire une vidéo Instagram. pour vendre d'autres formations à d'autres gens. Exactement. C'est ça le Ponzi. Ouais, le Ponzi des idées. Donc voilà, c'est toutes ces... En fait, les conseils qui sont des conseils... Tarte à la crème partagés par tous, surtout des gens qui ne les ont absolument jamais suivis parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de les mettre en application. Et évidemment que... Voilà. Mais de toute façon, les conseils, c'est... en fait, il ne faut pas suivre de conseils. Le vrai mentoring et les vraies conversations comme on peut en avoir là et comme on a sur nos business, c'est d'abord poser des questions, c'est réfléchir à deux, c'est débattre, mais jamais il faut donner un conseil. Enfin, tu peux dire, moi, dans cette situation, peut-être je ferais ça pour telle ou telle raison, parce que voilà ce qui s'est passé pour moi avant, mais donner des conseils comme ça n'a aucun sens. Ce matin, il y a un entrepreneur qui m'a appelé, je ne sais pas comment il a eu mon téléphone, je ne le connaissais pas. Et il m'appelle et il me dit voilà Carlos, je t'appelle, on se connaît pas, mais je t'écoute et j'ai confiance. Bizarre. Il me dit voilà, je suis en train de lever des fonds. Il y a 2 business angels qui veulent mettre de l'argent chez moi, mais je le sens pas. Tu les connais. Qu'est-ce que je fais? Alors je discute avec lui et je lui dis mais moi, je pense que rien que le fait, là, déjà, la phrase, là, t'as déjà ta réponse, quoi. Tu vois. Et alors, il reformulait, il me dit, alors, tu me conseilles de pas les prendre. Et je lui dis, mais non, moi, je te conseille pas de pas les prendre, mais je te conseille de te poser la question, parce que si tu me poses la question et que tu viens à m'appeler, à trouver mon numéro de téléphone pour me poser une question, je pense qu'en fait, t'as déjà répondu, quoi, en fait, tu vois. Mais effectivement, je pense qu'il faut se méfier des conseils. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait de toute façon, l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Hein. Donc, allez faire votre propre expérience. C'est difficile d'utiliser la lumière des autres. Je pense qu'il y a quand même un conseil, un seul qu'on peut donner, c'est qu'il faut prendre son temps quand t'embarques des gens avec toi. Et effectivement, dans les erreurs qui ont pu être faites dans le passé et que tout le monde continuera à faire, c'est de penser que ça va vite. La relation entre des fondateurs, la relation dans une équipe, la relation avec des investisseurs, que ce soit même des business angels qui mettent des petits tickets ou autres, c'est quelque chose qu'il faut créer, qu'il faut travailler. Et il n'y a pas d'accélérateur à ça. Non.
Bon, Fred, on est à la fin. Ça fait plusieurs heures là qu'on enregistre. Hein. Mais ouais, mais c'est un grand mais plaisir. ça s'est bien passé. T'étais un peu stressé. Ouais, je suis venu, écoute, je tremblais. Mais tu sais quoi, hein, Ouais. c'est comme ce garçon-là, tu m'inspires confiance. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette émission. Abonnez-vous à la chaîne Silicon Carnet. Il y aura d'autres off the record. Le format fonctionne super bien et vous adorez ces conversations. Donc, il faudra que... Tiens, d'ailleurs, je te pose une question. Qu'est-ce que je devrais inviter ? Instinctivement, tu te dis, pense à quelqu'un qui, dans ce format, maintenant, tu viens de le faire, là. Oh, mais il y en a un paquet. Ouais, mais bon... Bah, tu citais Thibaut, par exemple, tout à l'heure. Thibaut Elzière. Évidemment, il faut que tu l'invites. Ouais. Mais je pense que tu devrais inviter des gens... Alors, c'est toujours délicat, parce que y a quand même une génération montante, parce que là, nous sommes entre dinosaures. Tu m'as cité que des dinosaures depuis tout à l'heure. Ouais. Mais il y a quand même une nouvelle génération d'entrepreneurs. Enfin, il y en a tout le temps. Et il y a plein de gens qui mériteraient d'avoir un petit peu plus de visibilité. Après, la question, c'est toujours quelle liberté ils se sentent, tu vois, C'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème avec cette génération montante, c'est que, et je le comprends, venir ici, se livrer, tout ça, c'est prendre un risque. Hein, ouais. Et ils ont souvent un agenda. Et nous, bah, on est un peu plus cash parce que, quelque part, on a aussi cette liberté-là. Donc, c'est plus facile avec des gens comme nous. Et c'est peut-être d'ailleurs notre rôle, d'ailleurs. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Allez, bye bye. À une prochaine. Ciao, ciao.